Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Hello, on se retrouve pour le 32e épisode de Relationnellement Vôtre, le dernier de la série d'épisodes sur ces peurs qui entravent l'épanouissement relationnel et les différentes manières de les surmonter. Après avoir abordé la peur d'aimer, d'être aimé, la peur de l'inconnu, la peur du regard des autres et la peur de l'engagement, que dites-vous d'aller voir ce qui se passe du côté de la peur de l'intimité ? Et comme c'est quand même plus sympa d'avoir des intervenants sur ce podcast, c'est avec une psy vraiment top qui est en plus sexologue que nous allons développer le sujet. Hello Colombe, et merci d'avoir trouvé un créneau dans ton agenda bien rempli pour cette émission. Salut Kelly, c'est avec plaisir. Alors Colombe, pour commencer, peux-tu nous dire ce qu'est l'intimité ? Alors, l'intimité, c'est le caractère de ce qui est intime. Ça vient du latin. On va faire un peu d'étymologie rapidement. Ok. Ça vient du latin intimus, ou intimus, je sais pas comment on prononce vraiment, qui est le superlatif de intérieur pour l'intérieur. Donc, c'est vraiment ce qui est le plus en dedans, au plus profond, à l'intérieur de l'individu ou de la relation. Donc, c'est ce qui reste généralement caché sous les apparences, qui est un peu impénétrable à l'analyse et qui est préservé des curiosités indiscrètes. D'accord. On peut retrouver du coup cette intimité à la fois dans le côté individuel, rien de plus intime que les pensées finalement, Oui. par exemple, ou dans les relations. On peut trouver une intimité dans une communion profonde avec des échanges sans réserve ou une confiance totale ou des confidences particulières. Et aussi ce qui appartient à la vie érotique secrète des relations amoureuses éventuelles. D'accord, donc là, dans ta définition, je crois comprendre qu'il y a différentes formes d'intimité. Oui, tout à fait. La première, c'est une intimité donc avec soi-même, qui finalement, ce qu'on va chercher un petit peu dans le travail qu'on peut faire avec un psy, c'est-à-dire un moment où on essaye de bien se connaître, d'être à l'aise avec ce qu'on vit à l'intérieur de nous, de ce qui est là, de ce qui peut parfois être une blessure en voie de cicatrisation, des éléments de notre parcours de vie, de notre chemin, tout ce qui appartient à nos tristesses, à nos joies, aux choix qu'on peut faire aussi ou qu'on a pu faire et ce que ça a impliqué comme conséquence. Le fait d'accepter ses qualités et ses défauts aussi. Finalement, moi je trouve que cette question-là, elle rejoint, en tout cas moi, elle m'y fait beaucoup penser le travail qu'on fait en tant que psy. Oui. De dire quelle est mon intimité. On n'a pas besoin de voir un psy pour connaître son intimité, mais ça me fait vraiment penser à ce qu'on découvre finalement dans le travail avec nos patients. Et souvent, une phrase qui me revient, c'est celle de Sartre. Alors, je la paraphrase, mais finalement, c'est qu'est-ce que je fais de ce qu'on a fait de moi. Et c'est un peu ça, pour moi, l'intimité. C'est de me dire voilà, comment j'ai construit les choses avec ce que j'avais déjà à la base, ce qu'on m'avait donné, de mon héritage familial, de mon héritage culturel, et de ce que moi, j'ai décidé de fabriquer, de construire avec tout ça. Et donc, dans ces différentes formes d'intimité personnelle, on a un premier point qui est l'intimité émotionnelle, donc qui est tout ce qui touche un peu à la confiance en soi, le respect de ce que je suis, de ce qui vient à moi, comment j'accueille les choses. La deuxième forme d'intimité, elle serait plutôt physique, se connaître un minimum. Comment fonctionne le véhicule qu'est mon corps, comment il est, qu'est-ce que j'apprécie, qu'est-ce que je n'aime pas. Voilà, ça passe par. C'est pas que des questions d'ordre sexuel. Hein. Je parle tout simplement du fait d'apprécier le véhicule qu'est notre corps, de savoir en prendre bien soin, de pouvoir le garder en sécurité, le garder propre, le garder agréable. Voilà, parce que c'est agréable de vivre dans un corps agréable, en fait. Complètement d'accord. Bah oui, tant qu'à faire. Donc voilà, c'est aussi une intimité physique qu'on doit avoir avec soi-même et qui est importante pour être à l'aise aussi avec les autres. C'est vrai. La troisième partie, elle est intellectuelle aussi. Comment est-ce que je sais que je suis curieuse ou non ? Je pense pas que la curiosité soit un vilain défaut, au contraire. Et connaître ses capacités et ses limites au niveau intellectuel, connaître les sujets qui vont nous intéresser, nous faire vibrer, voilà, tout simplement nous plaire, c'est important aussi. Et c'est important, c'est parce que ça donne confiance en soi. Et c'est important aussi au passage de faire la différence entre l'intelligence et l'éducation et l'instruction plus que l'éducation. Mais souvent les personnes vont dire ah ben oui mais moi je suis pas du tout intelligente, j'ai pas été à l'école. C'est deux choses différentes.
l'instruction n'a rien à voir avec l'intelligence. Mais c'est pas qu'une question d'instruction aussi. Il y a des choses qu'on va apprendre autrement qu'à l'école, et je le précise là parce que ça fait aussi partie du regard qu'on porte sur soi et sur ses capacités intellectuelles. C'est très vrai. Un autre élément, c'est l'aspect spirituel. C'est ce qu'on cultive en fait dans le rapport qu'on peut avoir à Dieu, la relation qu'on peut avoir éventuellement avec lui, les valeurs qu'on met en avant, qu'on porte, les questions éthiques aussi, et notre façon d'essayer d'y réfléchir. C'est important. Et le dernier point, c'est l'aspect plus pratique, l'intimité des habitudes, des expériences, des routines, de comment je me sens à l'aise moi dans mon quotidien. Voilà, des choses qui rassurent finalement et qui font du bien parce qu'on se sent plus nous quand on a ces petits rituels qui nous aident, quoi. Très intéressant. Et dans le partage avec l'autre ou avec les autres, mais avec un autre de manière privilégiée, c'est pareil, on retrouve ces points-là. C'est-à-dire le côté de l'intimité émotionnelle où on va avoir besoin de la validation de l'autre, de pouvoir sentir qu'on peut lui faire confiance, qu'on peut se montrer vulnérable, qu'on rentre en communication avec facilement et qu'il n'y a pas systématiquement des sous-entendus qui viennent compliquer les choses. L'intimité physique qu'on partage voilà, autour de câlins, de la réassurance dans le toucher, de la sensualité, éventuellement de la sexualité partagée quand on est dans le cadre d'un couple. Et oui. Parfois, même dans les cas d'amitié ou tout simplement même voilà, quelqu'un qui va pas bien, avoir une main dans le dos et dire bah ça va aller, bah rien que ça fait du bien. Et pourtant ça reste de l'intimité physique, mais qui là a un sens de réassurance, même si c'est pas de la sexualité. C'est pour ça que je le précise, parce que souvent on se dit ah, intimité physique égale forcément sexualité. Non, pas forcément. Il y a aussi le partage de l'intimité au quotidien, des routines encore, de la spontanéité, des expériences partagées qui font un socle commun à la relation. L'intimité partagée au niveau intellectuel, donc tout ce qui va être connivence, les moments où on se comprend et où on se rend compte que c'est juste trop bien. Ah mais toi aussi t'as pensé la même chose, ouais, vraiment on est trop connectés. Ouais. Le partage des valeurs, des combats communs parfois, hein, les gens se retrouvent aussi sur ça. Leur vision des choses, les conversations profondes, les croyances partagées, l'ouverture d'esprit, enfin tout ça c'est des choses qui nourrissent au niveau intellectuel. Et en dernier point, on retrouve aussi l'aspect spirituel qui va se jouer dans les relations au niveau du partage de la foi, de certains rituels pour certains, de prières, voilà, le fait de pouvoir prier les uns pour les autres quand c'est quelque chose qui se fait dans les habitudes, bah ça peut aussi jouer beaucoup sur l'intimité et la qualité de la relation plus générale. Et bon, là, je peux en profiter pour parler juste du fait qu'on peut aussi être dans une intimité avec Dieu lui-même, dans des temps spécifiques qu'on peut ouvrir quand on est disponible à cette idée-là aussi. C'est une question plus en débat pour certains, mais beaucoup peuvent témoigner de ça quand même. Donc je le précise, même si là c'était plus sur la question humaine, mais je pense qu'on peut aussi parler de l'intimité avec Dieu au passage. Complètement d'accord. Comment reconnaître une personne qui a peur de l'intimité ? Alors, souvent, une personne qui a peur de l'intimité ne va pas le dire, sauf quand c'est pour la peur de l'intimité physique par le toucher. En général, les gens vont dire « je suis pas très tactile », évite par contre. Oui. Mais les gens ne vont pas forcément dire qu'ils ont peur de l'intimité dans les autres sphères. Par contre, ils vont le montrer, surtout dans le non-verbal. Donc il faut être attentif, tout simplement, et délicat quand on voit les autres prendre un peu de distance. Ils vont être dans une distance soit dans l'intimité vis-à-vis d'eux-mêmes, où on va sentir qu'il y a des choses où il y a des zones on va pas pouvoir aller aborder certains sujets de leur vie parce que ça c'est pas possible. Donc voilà, faut respecter, mais faut être vraiment à l'écoute aussi quand on pose des questions. Parfois nous on arrive de manière complètement anodine. Bon, voilà, il y a des réponses qui doivent nous faire comprendre que là, on peut pas aller plus loin parce que la personne n'est pas à l'aise avec ce qu'elle a vécu ou elle est pas à l'aise assez avec nous pour nous le raconter. Oui. Et de façon générale, quand la personne, voilà, elle a peur de l'intimité, quand elle a peur du corps de l'autre, elle va prendre de la distance, ça va être visible, elle va avoir une attitude soit fermée, soit de recul, il va y avoir toute une crispation de l'ensemble du corps, pourquoi pas une rougeur, l'accélération de la respiration. Donc ça se voit plutôt souvent quand c'est physique. Par contre, quand c'est la peur de l'intimité au niveau émotionnel ou les autres, ça va être plutôt une distance. On va sentir quelqu'un d'un peu froid, où la personne va pas relancer des sujets de conversation.
Donc ça, il faut aussi être sensible au moment de non-relance des conversations. Sinon, le côté sec ou vide parfois, ou le fait que les gens ne vont pas faire de lien dans le quotidien. Et sur la question spirituelle, pour certains, on sent que c'est un espace un peu fermé. Voilà, il faut aussi respecter le fait que pour certains, la spiritualité, c'est vraiment quelque chose de déconnecté. Mais voilà, au moins on sait que c'est fermé. Et parfois, chez certaines personnes, ça va aussi se décliner, cette peur de l'intimité, dans un surinvestissement de l'intimité, justement. Alors, qui n'est pas forcément une réelle intimité, mais qui va être une recherche un peu effrénée d'une intimité surinvestie, mais qui n'en est pas une réelle. Il va y avoir, par exemple, des personnes qui vont être à la recherche systématique d'amis sur les réseaux sociaux, et plus il y a d'amis, plus ça veut dire que voilà, il y a quelque chose qui se remplit en moi de connexion avec les uns et les autres, mais en fait, c'est pas des réelles intimités, mais au moins ça rassure. Sauf que ça ne rentre pas dans le cadre de l'intimité, même si au final, sur les réseaux, on expose notre intimité et c'est ça qui attire les amis. Mais est-ce que c'est la vraie intimité ou est-ce que c'est ce qu'on décide d'en exposer? C'est pas tout à fait la même chose aussi, je pense. Et dans un exemple très concret aussi, on peut retrouver ces attitudes de surinvestissement de l'intimité du côté réactionnel suite à certains traumas. Et par exemple, on le voit très bien en sexo avec les personnes qui subissent des violences sexuelles et qui, pour certaines, vont trouver une réponse à ces violences sexuelles subies par des mises en danger, des rapports sexuels improbables avec des inconnus et une recherche un peu trop, excessive pour le coup, et qui sort de l'intime, mais qui fait systématiquement rentrer dans quelque chose qui est une relation finalement assez insipide, parce que c'est de la consommation, mais c'est pas un partage d'intimité. Et c'est là où on voit aussi une différence entre des personnes qui sont dans un surinvestissement de l'intimité par réparation qui ne fonctionne pas, mais par recherche de réparation, et ceux qui sont dans l'intimité pour ce qu'il y a de partage avec l'autre réel et profond et qui a du sens, quoi. Oui. Et selon toi, quelles peuvent être les raisons de cette peur de l'intimité? Alors, on peut avoir peur parce qu'on ne se connaît pas assez. Parfois, quand on a eu une éducation répressive, quand finalement on a été coupé d'une part de l'intime dans les relations qu'on a pu avoir avec nos parents ou avec nos familles, quand les figures importantes n'ont pas été assez stables et assez rassurantes, ça peut créer des failles aussi dans les personnes que nous sommes. Ça fait qu'il y a des choses dont on va se couper parce qu'on se dit naturellement, je peux pas aller explorer cette partie-là parce que on nous apprend que c'est pas bon. Les émotions, par exemple, déniées chez les enfants, quand les adultes vont dire allez, pleure pas, c'est pas grave. Oui, mais si mes émotions ne comptent pas, alors il faut que j'apprenne à couper mes émotions. Parce que je vois bien que l'adulte, il est pas content quand je pleure, alors que c'est grave, j'ai perdu mon doudou, ou c'est grave, je sais pas, il s'est passé un truc. Et du coup, ça fait partie des choses, l'éducation répressive notamment, mais parfois à l'inverse, une éducation trop laxiste peut l'important c'est toujours de trouver un équilibre, parce que dans toutes les dérives qu'on peut avoir, ça va jouer d'une façon ou d'une autre sur la qualité de l'intimité qu'on va pouvoir développer adulte. Ouais. Donc quand on se connaît pas assez, ou à l'inverse parce qu'on se connaît trop et que c'est un combat moral, je peux pas aller sur ce terrain-là avec toi parce que en fait si je commence à mettre le doigt dans l'engrenage, on va se faire du mal. Je sais que moi je vais pas pouvoir trouver la bonne limite, la bonne attitude, la bonne distance vis-à-vis de toi sur tel ou tel terrain, et du coup j'ai peur de moi-même. Donc du coup l'intimité, hop, il va y avoir un pas qui va être fait, notamment parfois chez certaines personnes qui se sont retrouvées à certains moments de leur vie dans des positions d'agresseurs, ou qui du coup vont avoir très très peur de faire du mal à l'autre, et à ce moment-là qui vont mettre à distance. Donc finalement c'est un peu ce qu'on a peur de découvrir en soi. Et les grandes blessures qu'on peut avoir, les blessures profondes, qui finalement ont pu être aussi liées à des abus d'intrusion sur cette question de l'intimité, Hélas. ça laisse des traces. Et les blessures que sont la trahison, l'abandon, l'humiliation, le rejet ou l'injustice, elles laissent aussi des traces de ce côté-là. Ça vient marquer un peu au fer rouge des moments où notre intimité a été bafouée d'une façon ou d'une autre. On a fait confiance et on a été déçus. Oui. Quelle que soit la forme de blessure, on a été déçus.
Après, il y a aussi les fausses croyances qui jouent pas mal sur les peurs liées à l'intimité. C'est vrai. Et ça, c'est difficile à déloger parce que souvent, on est tellement persuadé que nos croyances sont des vérités que du coup, ça complique un peu la donne. Donc, c'est important de pouvoir prendre le temps de réfléchir à ce en quoi on croit. Par exemple, quand en tant qu'enfant, on entend systématiquement les adultes en parlant des parties génitales dire que c'est sale, qu'il faut pas toucher, forcément, ça implique qu'on va avoir des a priori très négatifs sur la sexualité, sur le fait qu'il faut absolument être ultra propre, voire javelisé, pour que les choses se passent bien. Alors que, ben voilà, c'est pas forcément un prérequis systématique à une intimité sexuelle, le fait d'être douché de chez Clean, de chez il y a 3 minutes, voilà. Douché de chez Clean, douché il y a 3 minutes. J'aime beaucoup cette marque de produit. Si tu peux me la communiquer hors émission. Je t'enverrai le lien. Ou alors ça fonctionne aussi dans les familles qui vont forcément amener, notamment au moment de l'adolescence, même tout simplement à regarder un moment où dans une série, ben il y a un couple qui s'embrasse, c'est forcément que t'es tordu, c'est forcément que t'as des habitudes bizarres, des fréquentations bizarres. Voilà. Il y a des moments dans certaines familles où on se demande pourquoi il y a des liens qui sont faits. Bon, bah forcément, quand les adultes réagissent mal à une scène d'amour, les enfants disent qu'il y a un problème. Oui. À partir de là, ça fait partie aussi des fausses croyances qui, finalement, d'une façon ou d'une autre, vont s'insinuer. Alors bon, quand je parle de scène d'amour, je parle pas de pornographie, c'est autre chose, mais... On est d'accord. Du coup, selon toi, comment peut-on surmonter cette peur? On peut surmonter cette peur à la condition, déjà, que la personne qui a peur, premièrement, s'en rende compte. Oui. Deuxièmement, en soit gênée. Oui. Que ce soit pour elle directement ou que ce soit une gêne qui est occasionnée par le fait que ça perturbe quelqu'un d'autre ou que ça blesse quelqu'un d'autre. Et troisièmement, que la personne soit prête à changer. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, si la personne s'en rend compte qu'elle en est gênée et qu'elle souhaite faire une démarche pour changer, eh ben, quelque chose est possible. Alors, bon, la psy que je suis a tendance à penser qu'on a besoin quand même souvent d'aide et d'accompagnement pour ça. Mais en tout cas, c'est important de prendre le temps de tout mettre à plat, de discuter quand c'est possible avec des membres de la famille, de l'entourage, pour comprendre là où il y a eu des ratés, des loupés ou des maladresses, en fait, de pouvoir rediscuter, refaire vraiment le tour des moments qui ont pu être décisifs sur la question de l'intimité et avoir des répercussions qui font que, bah oui, aujourd'hui, je suis pas capable d'être dans l'intimité sur telle ou telle sphère parce que, en fait, j'ai eu des expériences qui m'ont complètement refroidi, voire qui m'ont traumatisé. Et donc, à partir de là, je peux pas refaire confiance soit à moi-même, soit aux autres, soit à une partie définie de la population humaine sur tel sujet parce que j'ai peur, quoi. Il y a des... Oui. J'ai un exemple en tête de certaines personnes, femmes notamment, qui vont penser que tous les hommes sont forcément des hommes qui trompent, ou à l'inverse des hommes qui vont penser que toutes les femmes sont forcément des voleuses ou des tricheuses, ou qu'elles vont forcément venir que pour avoir un enfant et après s'intéresseront pas à eux en tant qu'hommes. Voilà, il peut y avoir des moments où on rentre par nos blessures dans quelque chose où on va mettre les gens dans des cases pour protéger, parce que l'intimité qu'on a pu offrir à d'autres s'est trouvée bafouée, et à ce moment-là, on se dit, bon bah voilà, je ne mettrai plus d'intimité entre moi et ce type de personne. Sauf que ce type de personne, on va mettre une case qui ne veut rien dire, parce que tous les hommes, toutes les femmes, ça n'existe pas. On est très, très différents les uns des autres et les unes des autres. C'est ça. Alors, chère Colombe, quoi faire si on est ami avec une personne qui fuit l'intimité? Alors, si la personne est notre amie, je pense que l'important, c'est de l'aimer comme elle est. Je pense que c'est la priorité. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec l'amitié, c'est qu'on n'est pas dans un engagement au quotidien, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'achat commun majeur, il n'y a pas d'enjeu autre que la relation qui viennent s'imposer en plus du fait d'être dans une relation. Et finalement, là, il y a simplement à accepter l'autre tel qu'il est et à l'apprécier tel qu'il se montre en douceur. Il s'agit de lui parler finalement de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit nous, de lui montrer un petit peu comment c'est possible de vivre avec une intimité, d'être bien avec, de partager une intimité et d'être à l'aise dans le partage de cette intimité
de pouvoir se dire en sécurité dans la relation. En fait, il faut presque montrer de manière pédagogique, mais sans que ce soit un cours. C'est pas un cours, on fait pas un cours à l'autre, mais de montrer par l'exemple que voilà, moi je suis à l'aise avec mes vulnérabilités. Et ça, le fait de pouvoir assumer qui on est, de pouvoir montrer que finalement, voilà, ça va aller quand même, ça vient rassurer l'autre et lui montrer que quelque chose est possible. Et ça le met sur la voie d'une possibilité de recherche plus tard par lui-même, pour lui-même, de quelque chose de nouveau. Mais il faut insister sur le fait que c'est pas dangereux d'être dans une relation quand c'est une relation saine, bien évidemment. Si c'est une relation malsaine, bon là, on se pose pas la question. C'est sûr. Après, il faut aussi être au clair sur le fait que la déception est possible, mais c'est pas ça le but de la relation. Et oui, peut-être que je vais te décevoir comme n'importe quel humain, mais t'inquiète pas. En fait, moi mon but c'est qu'on puisse construire des choses positives ensemble, voilà. Alors l'important aussi, je pense, ça va être d'aimer la personne, mais dans les limites que l'autre accepte et supporte. Oui, c'est Parce important, que c'est vrai. ça arrive souvent que ce que j'ai dit juste avant soit fait avec trop de maladresse et que finalement on envahit complètement l'espace de l'autre en lui montrant que l'intimité n'est pas dangereuse. Oui, alors le problème c'est que là on est contre-productif. Oui. Donc il s'agit de pouvoir tout simplement montrer qu'on respecte ses limites, qu'on les accepte aussi, qu'on les supporte aussi, que si un jour on peut avancer différemment, on pourra avancer avec plaisir autrement, et qu'en attendant on en est là où la personne nous laisse être. Et que déjà c'est super chouette. Mais que nous, pour notre part, sur notre ligne parallèle de vie, nous, on voit qu'il y a du mouvement possible. Mais il s'agit pas d'imposer ce mouvement dans l'intimité de l'autre. Et donc finalement, il s'agit d'être d'autant plus attentif aux signaux verbaux et non verbaux que les autres nous envoient en face, pour savoir, en toute amitié, est-ce que je t'aime bien ou est-ce que je t'aime mal, en fait. Oui, c'est une nuance très importante. Et du côté du couple, quoi faire si on est en couple avec une personne qui fuit l'intimité ? Alors, je pense que là, les choses se font comme ce que je disais avant. Il s'agit d'aimer la personne dans les limites qu'elle supporte et de l'aimer comme elle est. Alors, si la personne est dans une fuite de l'intimité, déjà, il faut qu'on puisse nommer cette fuite, en parler, dire que voilà, moi, je vois bien que quand j'essaye d'approcher ma main, tu me repousses. Je vois bien que quand j'essaye de dire, ouais, j'ai besoin qu'on ait un temps de qualité, j'ai besoin qu'on aille au restaurant ensemble, au cinéma, j'ai besoin qu'on parle, je vois bien que tu me repousses. Ça, c'est des choses qui me font de la peine, qui me blessent, et en fait, ça fait pas du bien à notre couple. Rien que le fait de pouvoir le dire, déjà, c'est important parce que ça permet à l'autre de prendre conscience que il y a un décalage auquel j'ai pas forcément fait attention. Parce que le principe, c'est que quand on se défend de quelque chose qui nous fait peur et qu'on fuit, je veux dire, on se rend pas forcément compte de ce que ça peut impliquer chez l'autre comme réaction. Donc le fait de pouvoir le dire, c'est important, et de pouvoir chercher éventuellement l'explication ensemble, mais pas forcément. Ça peut aussi se faire hors couple, voire même parfois hors amis et hors famille et dans un terrain neutre. Je suis psy, alors forcément j'ai ce réflexe-là encore une fois, mais je pense que d'arriver sur un terrain neutre pour dire bon attends, moi j'ai identifié ce problème, mais je suis pas là pour le résoudre forcément. Je suis à tes côtés pendant que tu le résous, mais c'est pas à moi de le résoudre pour toi. Et c'est toi qui vas faire le chemin, parce que ça peut être parfois juste des choses qui ne me concernent pas finalement. Après, il s'agit aussi encore une fois, de se montrer à l'aise avec ses propres vulnérabilités, voilà, en essayant de comprendre. Mais finalement, une partie qui est importante, c'est de comprendre dans un couple, est-ce que cette fuite de l'intimité est un problème ? Parce que certains vont fuir l'intimité, mais n'y verront pas de problème. Et pour d'autres, c'est ok, c'est un problème, mais pour qui ? C'est pas parce que l'un des deux fuit l'intimité que c'est celui qui fuit l'intimité qui est forcément en difficulté. Et à l'inverse, c'est pas forcément celui qui se plaint de la fuite qui est le plus en difficulté. Et parfois, ça, c'est quelque chose qu'on voit quand on suit les couples. C'est-à-dire que, oui, vous vous rendez compte, il est comme ci, il fait comme ça. Ok, d'accord, très bien. Mais sauf que le jour où la personne change, ah oui, non, mais en fait, moi, ça me convient pas du tout. Je préférais quand il faisait comme avant, parce qu'en fait, moi, j'y trouvais mon intérêt. Et c'est là où, du coup, quand il y a un changement qui s'amorce dans un couple, d'un côté ou de l'autre, c'est important de l'accompagner, le couple en lui-même, et de l'accompagner des deux côtés, parce que quand l'un des deux bouge, ça fait bouger l'ensemble. Alors après, dans le couple, il y a aussi la partie de la sexualité qui peut être tout simplement concernée par cette fuite de l'un ou l'autre des partenaires. Et en fait, quand cette intimité au niveau sexuel, au niveau
physique fait peur, bon, bien évidemment, il faut jamais forcer. Et même quand on n'a pas peur, il faut jamais forcer. On est Il s'agit d'accord. toujours de demander les limites de l'autre. Et puis à chaque étape, on va vérifier que je passe pas tes bornes à toi. Parce qu'à partir du moment où on commence à faire effraction sur le territoire intime de l'autre, où on n'est pas invité, à ce moment-là, on attaque toutes les étapes de la chaîne de la sexualité. On va attaquer le désir, on va attaquer toute la capacité érotique et fantasmatique, on va attaquer la partie aussi de l'excitation et de l'excitabilité du corps. Donc en fait, dans un couple, à partir du moment où l'autre nous fait comprendre que l'intimité est quelque chose non seulement qui fait peur, mais qu'on fuit, il s'agit jamais de forcer, et il s'agit toujours de dire ok, pas de pression, la sexualité n'est pas un besoin, et là c'est la sexologue qui le dit. Alors peut-être que certains vont pas comprendre l'importance de ça, mais c'est important. Oui. La sexualité n'est pas un besoin. Ça va faire débat, mais Et vas-y, je t'en prie, Colombe. je n'ai pas de problème. On pourra en parler autant de fois que tu veux dans un autre podcast. Mais comme ce n'est pas un besoin, il est jamais, jamais question de forcer qui que ce soit là-dedans. Par contre, on peut vraiment trouver une façon de s'accommoder et de commencer tranquillou sur les choses qui ne posent pas de questions. Et au fur et à mesure, on grandit ensemble, on avance ensemble. Mais voilà, on va gagner en intimité. Ça se travaille, l'intimité. C'est quelque chose qui se construit. C'est pas un truc donné d'emblée. Ça veut pas parce qu'on va avoir une activité sexuelle qu'on est intime. Ça fait partie des éléments qui nous laissent penser qu'on est forcément intime parce qu'on est dans un rapport sexuel. Mais il y a plus que ça quand un couple décide d'avoir un rapport sexuel. C'est pas juste un mélange de positions, de partage des fluides. Voilà, c'est bien plus que ça. Et je pense que c'est important de le dire aussi. Oui, merci, Colombe. De rien. Et dans la partie sexo, du coup, je rebondis. En tant que sexologue, aurais-tu 3 conseils à donner à une personne qui a peur de l'intimité physique? Alors oui, je pense que bon, déjà si je peux vous proposer de ne pas regarder de pornographie, pour commencer, ça me paraît important parce que Ouais. beaucoup de personnes vont se dire si j'ai peur de l'intimité physique, je sais pas comment faire, je sais pas comment m'en sortir, je sais pas par quoi il faut commencer. Beaucoup de jeunes malheureusement vont avoir recours à la pornographie pour apprendre comment faire. Sauf Hélas. qu'il y a rien de plus destructeur. Mais c'est vraiment une horreur pour la sexualité à venir. Mmh. C'est-à-dire que si vous voulez, je vais le dire clairement, si vous voulez flinguer votre sexualité, commencez par regarder de la pornographie. Si vous voulez que les choses se passent bien, essayez de faire plutôt travailler votre imagination, votre capacité à imaginer, à penser vous-même des choses, même si vous savez pas trop comment mettre en route le jour où il y aura une intimité physique ou sexuelle. Bah voilà, vous allez en rire, vous allez mettre de l'humour et ça va passer. Et ça va bien se passer. Parce que justement, vous allez pas être dans des schémas prérequis complètement farfelus qu'on vous impose comme étant voilà, un protocole à suivre pour être un bon coup. Vous allez juste découvrir tranquillement que en fait ça se construit, mais c'est chouette justement parce que c'est pas un protocole. C'est ça. Et donc ça c'est un premier point. Mais sinon, je pense que l'important c'est déjà de commencer par oser dire à l'autre qu'on a très peur. Si j'ai vraiment la trouille parce qu'en fait soit j'ai eu des expériences qui n'ont pas été top, soit parce que t'es ma première expérience, soit tout simplement parce que on l'a jamais fait ensemble et que je sais pas trop comment ça va se passer. Voilà, donc on va apprendre, mais moi je flippe en fait. Déjà c'est un point de départ à avoir en tête. En général, toute première relation sexuelle, toute intimité, les premières fois dans un couple, même s'il y a eu d'autres histoires avant, Mmh. c'est des premières fois quoi qu'il arrive. Et oui. Ensuite, je pense qu'il faut oser commencer tranquillement, sans ambition, en étant cool. Et on arrive, on commence avec un petit bisou, on s'attrape le petit doigt dans la rue, on se caresse le poignet. L'air de rien, on va se dire, bah oui, mais ça, c'est pas de la sexualité. Ok, mais c'est de l'intimité physique qui commence à mettre quelque chose de l'ordre du, voilà, bah tu vois, je suis pas un danger et ton corps, il réagit bien au mien, rien que quand je t'attrape la main dans la rue ou rien que quand je pose ma tête sur ton épaule. Et c'est un premier pas, en fait, tout simplement pour que par la suite, oui, il puisse y avoir des choses qui dérapent un petit peu, mais quand c'est dans le bon cadre et qu'on est OK avec le cadre dans lequel on fait les choses,
En fait, comment c'est light, ça veut pas dire que ça va être nul, ça veut juste dire qu'on va être à l'aise avec ce qui va se passer, parce qu'à chaque étape, on a pris le temps d'être à l'aise avec l'autre. Et finalement, le troisième point, il rejoint ça, c'est-à-dire de vraiment prendre le temps à chaque étape, de communiquer sur les limites qu'on se met. Est-ce que t'es OK pour qu'on aille un peu plus loin ? Ça va se dire dans le regard, ça va se dire dans les mots, ça va se dire dans les gestes. Je comprends que ça, t'es pas prêt. Bah, c'est pas un problème. Voilà, on y va tranquille. Et en fait, nous, c'est ce qu'on voit en sexologie, c'est-à-dire que même des couples qui parfois ont eu des tas d'expériences de folie dans le passé, réapprendre les bases, à savoir la tendresse, la sensualité, c'est un passage obligé pour réapprendre à vraiment avoir une sexualité épanouie, même quand on a fait des tas de trucs complètement farfelus avant. Quand je dis farfelu, c'est pas un jugement, c'est juste, il peut y avoir vraiment un panel tellement diversifié que parfois on se dit waouh, des personnes qui ont fait ça et ça et ça et ça et ça, qu'est-ce qu'on pourrait trouver à leur faire redécouvrir ? Eh bien, un grand merci, Colombe, pour toutes ces précieuses informations, si bien amenées, si bien expliquées. Avec grand plaisir. Je ne te dis pas au revoir, je te dis juste à la prochaine parce que je pense que tu vas être sollicitée sur d'autres podcasts. Très bien, et alors à bientôt. Merci encore en tout cas. Voilà, on arrive à la fin de ce 32e épisode de Relationnellement Vôtre. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez faire appel aux compétences professionnelles de Colombe, il vous suffit d'envoyer un message à Relationnellement Vôtre directement sur le site www.relationnellementvôtre.fr ou par mail à relationnellementvôtre@gmail.com. La semaine prochaine, ce sera déjà le dernier mardi du mois. Du coup, on se retrouve sur la chaîne YouTube de Relationnellement Vôtre pour l'émission Parlons Relations, Parlons Vrai, avec 4 invités et une thématique qui promet de vous intéresser. J'en dis pas plus et du coup, on se dit à très vite. Relationnellement Vôtre.